L'ancien champion Kamaru Usman retourne dans la cage après une longue absence et une mauvaise passe sportive. Il sera opposé à Joaquin Buckley qui lui est en constante progression et sur une impressionnante série de victoires. Un combat qui oppose les directions de carrière mais aussi leur style complètement distinct pour notre grand plaisir. Le game plan avec Brian Boulan, c'est maintenant. Yo, this is Dustin Poirier. Bienvenue à Fight Mind. Bienvenue sur Fight Mind. Pousse. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur l'appli numéro 1 avec Unibet. 100 € de bonus sur ton premier pari. Brian, qu'est-ce qui t'intéresse, qu'est-ce qui t'intrigue dans ce combat? Deux choses m'intéressent. Déjà de voir où en est Ousmane, parce qu'on a quand même beaucoup de questionnements, beaucoup d'inquiétudes sur son état de forme. Ça, c'est ma première interrogation. Et puis ma deuxième interrogation, c'est jusqu'où Joaquin Buckley va nous étonner dans sa progression. En tout cas, dans sa catégorie naturelle, j'ai envie de dire, à quel point il est bon, quoi, parce que moi, il m'étonne à chaque sortie. Ouais, c'est ça. Et ça, je suis entièrement d'accord avec l'intérêt et l'intrigue qu'on peut porter à ce combat. Il y a clairement le narratif dont on parlera dans le Factor X. La dynamique de leur style aussi, ils ont vraiment deux approches du MMA assez distinctes. Et je pense que ce que tu viens de dire aussi, c'est le mouvement que ça peut créer dans la division sur base du résultat de ce combat. Donc moi, je trouve qu'on se met très très bien ce week-end avec ce main event. Et on va analyser ça juste après le Tale of the Tape. Joaquin Buckley est maintenant 7e au ranking UFC et 6e chez Fight Minds. Il est à 21-6 en carrière avec 11 victoires pour 4 défaites à l'UFC. 15 victoires par KO, aucune par soumission, ça nous donne 71% avant la limite. Kamaru Usman est encore 5e à l'UFC et est tombé 8e au classement Fight Minds. L'ancien champion est à 20 victoires en 24 combats, dont 15 victoires pour 3 défaites sous la bannière de l'UFC. Il finalise la moitié de ses victoires grâce à 9 KO et une soumission. Les deux ont la même allonge d'1m93, ce qui représente un gros hip ratio puisque Buckley mesure 1m78, 5 cm de moins qu'Ousmane. Les statistiques debout sont assez similaires, mais c'est la lutte d'Ousmane qui tente en moyenne 2 takedowns par round avec près de la moitié réussie qui sera testée face aux 73% de défense de son adversaire. Ce dernier est sur une série de 6 victoires dont les 5 dernières sont Morono à la décision en octobre 2023, Luke par TKO au 2e round, Ruzibaev à la décision, Wonderboy par KO au 3e round et Covington par arrêt du médecin en décembre 2024. Kamaru Usman éteignait Jorge Masvidal pour sa 4e défense de titre en avril 2021 et battait une deuxième fois Covington à la décision. Il tombe ensuite sur le high kick d'Edwards, s'incline dans la belle à la décision majoritaire et connaît le même sort en octobre 2023 contre Khamzat Chimaev. Nos excuses l'équipe, il n'y a pas de sondage cette semaine, donc profitez-en pour créer de l'engagement en commentaire et balancer vos pronos. On va commencer par Joaquin Buckley. Je dirais que malgré un style explosif et un athlétisme bien au-dessus de la moyenne, il tient cet attribut sur la durée. En général, les gars qui explosent comme ça, premier round très dangereux, deuxième round un peu moins, et puis plus le combat avance, moins ils deviennent dangereux. Je trouve que Joaquin Buckley, il garde un peu cet attribut vitesse, explosivité sur la durée, en tout cas ce qu'on a pu en voir jusqu'à présent. Il a une victoire sur un spinning wheel kick en contre sur un catch. Je pense que il faut le noter parce que ça signifie qu'il a des coups d'éclat dans son jeu. Et il a un style hybride. Il bouge énormément, il travaille sur les angles. Il est arrivé en MMA pour être un striker, mais en cours de route, il a changé sa vision long terme, je trouve, et il a pu utiliser sa lutte dans certains combats pour pouvoir s'imposer. Cela montre aussi qu'il se prépare par rapport au profil de son adversaire. Qu'est-ce que tu as noté, Brian, et qu'est-ce que tu veux mettre en lumière dans son jeu? Ce que je veux mettre en lumière, je trouve que ce que tu dis sur l'aspect hybride, ça le représente relativement bien. C'est un combattant qui est complet, effectivement, qui semble être de mieux, enfin en striking, je trouve son striking très très bon, et je trouve de mieux en mieux en plus. Tu vois, ce qui est relativement étonnant, parce que souvent quand les gars arrivent à l'UFC, c'est déjà presque des produits finis. Ouais. Je pense qu'il faut souligner que c'est un gaucher. Qui travaille bien. Enfin, moi, je trouve qu'il a une très bonne variété de frappes. Donc, que ce soit debout, en anglaise ou avec ses kicks aussi. Ouais. Il y a des coups d'éclat, mais c'est pas non plus quelqu'un qui cherche absolument à faire des coups d'éclat, tu vois. Et justement, c'est ça qui est bien, c'est que c'est assez caché dans son jeu.
Ouais, c'est même pas caché en soi. C'est soit il a une vraie opportunité d'envoyer des coups un peu spectaculaires et donc il l'utilise. Enfin, c'est vraiment à chaque fois fait à bon escient. Ouais. Donc on peut avoir des combats ou des rounds enfin voilà, il y a vraiment un aspect sportif où il travaille vraiment son striking pour pouvoir pas juste marquer des points aux yeux des juges, hein. Donc c'est vraiment un travail de sap, un travail de feinte. Il utilise bien son jab. Défensivement, il est bon. Il va travailler au corps aussi, il va travailler à la tête. Euh, il se déplace bien. Défensivement, c'est vraiment bon. Sur le plan défensif, sur son dernier combat, donc contre Covington, moi j'ai vraiment beaucoup aimé sa capacité à pouvoir désengager. À un moment, il passe en filichelle, tu vois. Filichelle, il esquive 1-2, le roll under et il connecte avec 2 frappes bien puissantes. C'est vraiment agréable à regarder. Et puis, bah, c'est un gars qui reste concentré sur la stratégie. Donc, tu en as parlé, hein, il est capable d'utiliser sa lutte, mais il est capable d'aller sur une stratégie où le sol, la lutte, c'est niet, absolument niet. Ouais. Et ce qui a été le cas contre Covington. Donc, je ne pense pas que... Enfin, on va dire que si, Covington, c'est le plus gros danger pour Buckley en termes de lutte. Mais on aurait pu avoir ce genre de truc où, à un moment dans la lutte, il veut aussi prouver qu'il est capable de mettre au sol et il continue dans ce domaine-là. Non, là, il refuse absolument, il plante la tête de Covington dans le sol et il dit c'est debout que ça se passe, quoi. Ouais. Donc ça, c'est des points qui sont très très positifs, en tout cas que j'ai notés. Voilà. Ouais, sur les points négatifs, alors bah, il y en avait dans la KT du dessus, hein. Clairement. C'était vraiment son déficit d'allonge. Tu l'as souligné, son cardio, bah, il est impressionnant. Maintenant, est-ce qu'il a déjà fait 5 rounds? Un peu moins sûr. Contre Covington, c'était son seul combat prévu sur 5 rounds, mais ça se termine à la fin du 3e round. On sentait qu'il en avait encore dans la caisse pour produire quelque chose dans le 4 et 5, mais encore une fois, c'est déjà arrivé dans plusieurs combats où dans le 3e, tu dis ça tient, et en fait, au 4e, tu as vraiment l'adrénaline dump ou le cardio dump, et voilà. Mais a priori, le 3e round contre Colby Covington, il était encore très très bien dedans. Et on peut estimer que ça allait bien passer sur le 4 et 5 si ça allait là, quoi. Ouais. Ces 2 derniers combats, il réussit à finir au 3e round, hein. Ouais. Et puis bon, on se rappelle dans la KT du dessus contre Nassourdine, 3e Son meilleur round. round, c'est le 3e. C'est impressionnant. Franchement, ce 3e round, je l'ai regardé à nouveau ce matin. Cette différence de cardio, entre guillemets, en tout cas le fait qu'il soit autant présent avec le physique qu'il a, ça restait assez impressionnant. Et c'était en middleweight en plus à ce moment-là encore. Et c'était en middleweight et il était dominé. Et sachez que faire des rounds quand t'es dominé, ça t'épuise, hein. Ça t'épuise quand c'est pas ton rythme, hein. Clair. Donc le cardio est très bon. Alors sur les points peut-être négatifs, si on revient dessus, ça va être entre guillemets peut-être la lutte défensive à certains moments. Même si elle a été très bonne contre Covington, je pense qu'il faut être capable aussi de relativiser la lutte de Covington sur ce combat-là, qui pour moi il allait un peu au talent et puis il rentrait. Donc on avait un Buckley qui avait un underhook qui était très très large sur ses appuis, très écarté, et un Covington qui pensait que, je sais pas moi, il allait l'arracher comme ça sans aucun chaining de lutte, tu vois. Il est rentré sur des single legs où il se baisse et il se retrouve sur ses fesses. Enfin, il y avait des choses. Voilà. Mais en tout cas, pour moi, ça reste quand même un chemin sur Joaquin Buckley. Sa lutte, c'est peut-être là où il sera le moins bon, quoi. 100% d'accord. 100% d'accord. Debout, je pense que encore une fois, c'est pas des faiblesses, mais c'est des points à souligner. Il a besoin d'espace pour s'exprimer, comme beaucoup de combattants de son style. Et c'est plus quelqu'un qui engage que quelqu'un qui contre. Donc c'est pas une faiblesse, c'est quelque chose que tu soulignes quand tu en fais une analyse. Si, t'as raison, je pense qu'il est un peu moins bon sur le pied arrière et il va en être question, hein, sur la question de la pression. Qui va mettre la pression? C'est clair que si lui met la pression, je pense qu'il sera en large avantage. L'inverse sera un peu plus compliqué. Ouais, 100%. Du côté de Kamaru Usman, lui, clairement, c'est un combattant qui a de la bouteille. Il vient aussi bien préparé pour ses adversaires. Il a une excellente lutte MMA, un très très bon jab dans les 2 gardes.
il est durable, bon mental, bon cardio, bonne expérience sur 5 rounds, il faut le souligner. Un profil plutôt complet, avec peu de failles dans son jeu. Je crois que pour le battre, on peut dire qu'il faut aller lui chercher la victoire. Qu'est-ce que tu veux mettre en avant plus techniquement sur son approche du MMA? Plus techniquement, je précise, droitier, donc on sera en garde ouverte. Je pense que c'est un combattant qui a besoin de mettre de la pression, qui aime mettre de la pression, qui travaille très bien derrière son jab. Une très bonne lutte, c'est un lutteur de formation qui a pris confiance dans son striking et malgré de belles victoires debout, grâce à son striking, je pense quand même que c'est un petit peu aussi son talon d'Achille, son point faible. Oui. Je pense sincèrement qu'il y a des... Franchement, il est très bon, clairement, à regarder. Enfin voilà, il a pas été champion pour rien. Mais en tout cas, là, sur ce combat-là, je pense que il y a des ouvertures que Joaquin Buckley sera capable d'exploiter. En fait, ouais, quand tu regardes les défaites contre Leon Edwards, c'est la différence debout qui fait la différence. Ouais. Dans leur deuxième combat, il y a le high kick qui sort tout à la fin, c'est debout. Et dans le troisième combat, c'est ce que Edwards a pu produire tant que ça restait debout qui a fait la différence à la décision. Buckley, clairement, il sera... Et aucune personne sera capable de répliquer ce que Khamzat a fait. Donc, les ouvertures contre Ousmane, c'est beaucoup plus dans l'aspect du pied-point. Ouais. C'est vrai que je vais pas trop prendre le combat de Khamzat Chimaev pour l'analyse, parce qu'il y a plusieurs éléments. C'est un il y a du contexte, ouais. Catégorie au-dessus, un style tellement particulier que... Enfin voilà, c'est difficile d'utiliser ce combat-là pour en faire une référence. Ouais, c'est vraiment pas une référence. 3 rounds, ça aurait été intéressant. Enfin, tu vois, c'est le genre de combat qui aurait été bien mieux en 5, mais bon, voilà. Ouais, avec de la préparation en plus. Je pense que le contexte du combat, tu vois, quand on parle de Factor X, clairement le contexte du combat donnait de l'avantage à Khamzat. Tu changes le contexte avec une vraie prépa. Tu sais à l'avance que c'est en middleweight. Et sur 5 rounds, ça se joue différemment. Ouais, je pense sincèrement que oui. On passe au Factor X? Ou Ouais. tu as quelque chose d'autre à dire pour... de toute façon, je pense que Ousmane, les gens le connaissent suffisamment bien. Donc le Factor X ici, c'est assez clair, c'est le narratif du combat. D'un côté, on a quelqu'un de très âgé qui porte plusieurs blessures de longue date. Il est inactif, il est sur 3 défaites consécutives. L'autre est dans ce qui semble être son prime, 31 ans. Il est athlétique, il est en pleine progression, comme tu as souligné. À chaque fois qu'on le voit, il arrive à nous surprendre. Il est sur 6 victoires consécutives, dont les 5 dernières sont endéant la période d'absence de Ousmane. Pour moi, c'est un élément qui doit être considéré dans l'analyse. Ah oui, 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 je pense. Je pense qu'il y a... Ça joue beaucoup, ce moment du combat. Il y a énormément d'interrogations sur Kamaru Ousmane, clairement. Ouais. C'est un gros facteur X. Ouais. Ouais, parce que il y a l'âge. Alors, pour nuancer ça, je pense pas que Ousmane soit le type de combattant dont l'âge a une grosse influence sur son jeu. C'est pas le combattant qui est ultra explosif ou les attributs qui sont liés à l'âge jouent beaucoup. C'est plus, comme je le disais, un combattant qui a de l'expérience. Je crois qu'il y a beaucoup de combattants qui ont été très performants très tard dans leur carrière grâce à leur lutte. Surtout une lutte plus axée sur du contrôle, de l'expérience, de la technique, du chaining, etc. Donc là-dessus, ça joue pas trop. Mais bon, quand tu rencontres un adversaire qui est beaucoup plus rapide que toi, ça peut se ressentir. Surtout dans cette fin. Ouais. Je pense que c'est plutôt l'usure. Je pense que le terme, c'est plutôt, il y a l'usure. L'usure des années et des années de pratique. Voilà, je crois qu'on sera tous d'accord pour dire qu'on est inquiet sur ses articulations, sur sa fatigue musculaire, sur je sais pas moi, toute la fatigue, tout le poids des entraînements qu'il y a pendant des années, et on est plus sur l'usure. Effectivement, le style qu'il a, qui repose pas sur l'explosivité, qui repose vraiment sur une boxe relativement propre, sur des entrées en lutte où ça va être plutôt l'aspect technique qui va jouer, sur le fait que ce soit un 5 rounds aussi. Donc la stratégie, la capacité à accepter de faire 5 rounds pour gagner un combat. Alors que chez des plus jeunes, peut-être que leur objectif, c'est de gagner par finish, par KO. C'est des choses qui jouent. Mais l'usure, par contre, l'usure, tu peux rien y faire.
Et tu peux avoir aussi une sorte de déni de sa part, de se dire non, je suis encore au top niveau, plutôt que d'accepter des fois la réalité des choses, quoi. T'as plus de genoux, t'as de la fatigue qui s'est accumulée, tu fais ça depuis que je sais pas, moi ça se trouve, il lutte depuis qu'il a 6 ans, tu vois. C'est une réalité, hein, s'il fait de la lutte depuis gosse, 32 ans de pratique, enfin, faut se rendre compte, quoi. C'est énorme. Ça serait énorme, en tout cas. Ouais, et j'aime bien le terme que tu utilises, tu vois, le déni de plus être au niveau. C'est quelque chose qu'on a déjà vu par le passé chez d'autres combattants. Et lors de son passage au Joe Rogan, je sais plus quand c'était, mais c'est quand il était encore champion, il parlait ce truc, qu'il était blessé aux 2 genoux, qu'il y a des jours où il sait même pas marcher. Donc, il est pas capable de marcher, mais il est capable de combattre. C'est déjà arrivé à plusieurs combattants. Dan Henderson était connu pour ça. Le gars savait pas du tout courir. S'il faisait un échauffement, il fallait courir, il le faisait pas. Par contre, il combattait encore très très bien. Mais je crois que sur ce passage de Joe Rogan, il expliquait qu'il lui restait peut-être 2-3 combats. Là, c'est un podcast d'il y a 5 ans, quoi. Alors tu diras, sur les 5 dernières années, il n'a pas fait beaucoup plus que 2-3 combats. Mais il y a ce truc à cet instant-là, il était conscient qu'il lui restait pas grand-chose. Et puis le temps évolue et peut-être l'ego qui parle et qui dit non, je suis encore dans le game, etc. Donc voilà, il y a ce facteur X. On pourrait avoir un Kamaru Usman, l'ombre de lui-même à cause de l'usure, pour reprendre ton terme. Et puis de l'autre côté, on pourrait avoir un Kamaru Usman qui, en fait, au mental, va nous faire une performance de dingue. Et puis le lendemain du combat, il ne saura pas marcher, mais il saura pas marcher avec une victoire supplémentaire à son palmarès. C'est pour ça, c'est un facteur X, on ne sait pas trop. Mais voilà, il faut mettre nos attentes sur. Ce sera peut-être un bon combat de Usman, mais il y a un monde où ça va être difficile pour lui parce que son corps ne suivra pas ce qu'il est capable de faire. Et alors, il y avait une vidéo comme ça, c'est authentique là, où on le voit se péter la tronche dans les escaliers. Oh, j'ai pas vu ça. Je sais pas si c'est un fake Je suis ou pas. désolé, je suis obligé de rigoler, mais un humain qui tombe, ça me fait toujours rire. Et ça me fait rire quand ça m'arrive à moi-même, donc c'est pas dégueulasse ce que je dis. Non, c'est une chute. Alors, franchement, là, j'ai la vidéo devant, je sais pas comment les gars ils voient que c'est Kamaru Usman, mais j'avais entendu ça. Alors, je sais pas, voilà, prenez ça avec des pincettes. Je sais pas du tout si ça a été authentifié, vous me direz dans les commentaires. Mais voilà, en tout cas, les inquiétudes, c'est sur le genou. Alors, si c'est lui qui se pète la tronche dans les escaliers à cause d'un genou qui lâche, c'est inquiétant. Mais voilà, après, de lui-même, il l'a dit sur des interviews que ses genoux étaient vraiment très abîmés, quoi. Ouais, les deux. Et j'imagine que c'est pas tout. Quand t'as sa carrière et que tes genoux commencent à lâcher, en général, t'as aussi des problèmes de dos qui viennent avec, hein. Ah oui, En général. Ouais. Alors, passons au game plan. J'ai envie de commencer par celui Kamaru Usman, tiens. Quand tu affrontes Joaquin Buckley et que tu as le style de l'ancien champion, est-ce que la ligne directrice est de viser à minimiser le mouvement et l'explosivité de Joaquin? En d'autres termes, passer le moins de temps à distance et chercher un maximum à coller à la cage pour lutter. Ouais, je pense clairement qu'on voit tous cette, enfin voilà, sur le game plan, le fait que Kamaru Usman va chercher à lutter, hein. Mais je pense quand même que la première ligne directrice, ça serait de pouvoir mettre la pression, travailler derrière son jab, chercher le cadrage, prendre son temps, être patient, frapper, juste toucher, jab. Et je pense que de toute façon, Joaquin Buckley sous pression va se déplacer. Oui. Ça sert à rien de lui courir trop après et d'essayer de l'attraper. Parce qu'on, tu vois ce que je veux dire, on pourrait Surtout partir, si tu sais plus courir, parce que voilà, comme je disais, ça se trouve Ousmane ne peut même plus courir. Ouais. Donc, pardon, j'ai fait un belgicisme là. En Belgique, savoir pouvoir, on les confond. Il ne peut plus courir. Il sait courir, mais il ne peut plus courir. Voilà. Mais voilà, je pense que le cadrage, la pression, l'utilisation du jab, du cross, je pense que ça va être des choses qui vont être intéressantes. On va être sur de la garde ouverte, donc travailler au corps avec le 2 par exemple, avec le bras arrière. Je pense que voilà. Et par contre, effectivement, de pouvoir, dès qu'il a l'opportunité, casser la distance pour le double leg, donc le takedown en saisissant sous les fesses, et en ayant bien travaillé les transitions pour pouvoir lutter avec une grosse défense de la part de Joaquin Buckley. Donc, Joaquin Buckley, il va se mettre de profil à la cage, il va ouvrir en grand les jambes, et donc il doit être préparé à ça. Kamaru Usman, il doit avoir
un plan technique pour pouvoir contourner cette défense et obtenir les mises au sol, hein. Ce qu'il est capable de faire, il l'a déjà montré. Ouais, c'est clair, ça fait partie de son jeu, hein, pouvoir amener au sol, à la cage avec du chaining et pas seulement sur la première tentative. Mm. C'est clairement l'un des meilleurs pour ça. Donc voilà, mais clairement, on en a déjà parlé dans ce podcast, quand tu affrontes quelqu'un qui est explosif et qui met une priorité sur le mouvement, le déplacement, les 3 règles principales, c'est pression cadrage, première règle. Deuxième règle, les low kicks. Ça, ici, pas spécialement, je dirais. Non. Et troisième règle, lutter. Une fois que le gars est au sol, les mouvements et l'explosivité, ça a beaucoup moins d'impact que quand tu es debout, surtout si le gars est striker, quoi. Ouais. Et je pense que il y a un autre truc qu'il devrait travailler, c'est sa défense sur les kicks. Je pense qu'il va comment dire ça, que Joaquin Buckley va travailler sur ses points faibles dès le premier round, pour psychologiquement un petit peu l'emporter, tu vois. Ouais. Et donc, il doit s'attendre à ça, il doit s'attendre à désengager sa jambe avant, sur les low kicks, sur les stop kicks, et être prêt à absorber ou se déplacer pour éviter le high kick jambe arrière, tu vois. De fait. Et un truc dont tu as parlé aussi, je sais pas si c'était anodin ou non, mais tu parlais du cross au corps. Buckley est quelqu'un qui bouge beaucoup le buste, la tête, quoi, beaucoup d'esquives proactives. Quand la tête bouge beaucoup, le buste bouge moins, les jambes aussi, mais on a dit low kick pour Kamaru, je sais pas si c'est une bonne option. Par contre, Non. beaucoup d'attaques au corps, ça me semble être judicieux comme choix ici. Ouais, alors sinon, tu vois, s'il veut lutter, tu as la possibilité sur quelqu'un qui bouge beaucoup, sa jambe est disponible, on est en garde ouverte, donc il pourrait feinter l'overhead et saisir la jambe avant, tu vois, pour pouvoir mettre à la cage et mettre au sol. Ça, c'est des choses qui peuvent être intéressantes. Moi, j'appelle le grab leg, tout simplement. Tu viens attraper, tu viens agripper la jambe avant et envoyer l'overhead. Je sais plus qui utilise ça. Dans cet ordre-là, il y en a plusieurs, non? Bon, les deux, c'est quasi les deux en même temps, hein. Ouais, Tu saisis la jambe, tu frappes, et voilà. Ça peut être intéressant. Ça peut, tu vois, au lieu de, alors ça n'a pas d'impact, hein, sur la jambe avant, bien évidemment, mais ça peut avoir un peu d'impact s'il obtient un takedown, s'il obtient une saisie dans le striking de Joaquin Buckley, quoi. Il n'y a pas eu genre l'un des plus bêtes takedowns de l'histoire du MMA entre Usman et Leon Edwards. Maintenant que tu dis ça, ça me tilte. Où tu as l'impression que Usman veut feinter une amenée au sol en agrippant la jambe avant de Leon Edwards. Et puis Leon Edwards, il retire pas sa jambe. Et donc Usman dit, oh, tiens, j'ai la jambe, je vais essayer. Et puis il l'amène au sol sur une bête single comme ça. Ah, Tu vois pas cette séquence? T'as vraiment genre, il veut feinter et puis il dit, tiens, j'ai la jambe. Et t'as vraiment un moment de pause où les deux bougent pas. Et puis il capitalise dessus et il l'amène au sol. J'essaie de te retrouver ça. Je crois que quelqu'un avait coupé cette séquence. D'ailleurs, je me demande si c'est pas moi. J'ai essayé de retrouver ça, mais c'était un des takedowns, on va dire, marrant de l'histoire du MMA. Pour Buckley, est-ce que lui, il doit jouer sur les éléments, on va dire, hors compétences? Il doit un peu aborder ça forcément comme une opposition de style. Je pense que, comme tu l'as souligné, Buckley contre Covington, il n'a pas voulu jouer au lutteur, il a voulu écraser la lutte et rester debout. Ici, je pense que c'est un peu la même chose. Mais il doit quand même voir Usman comme un potentiel danger debout, malgré tout. Et il doit partir du principe qu'un combat mesuré n'est pas particulièrement la meilleure option pour lui. Il doit essayer de mettre un peu de volume, mettre un peu d'incertitude, mettre un peu une situation chaotique, travailler sur des angles inhabituels avec son style qui est adapté pour ça. Ouais, moi je pense qu'il doit garder debout. Alors, rendre le combat chaotique, peut-être pas. Je sais pas sur quel exemple. Chaotique, je dirais pas, c'est plus sur le côté. En fait, tu vois, tu as simple, complexe, chaotique. Chaotique, c'est donner l'impression que chaque action n'amène pas à la même suite. Ça devient chaotique pour l'adversaire. C'est ok, il a fait ça maintenant, donc après, je sais pas, après un jab, il va envoyer un middle kick. Et la fois d'après, après son jab, il envoie un high kick. Et après son jab, il envoie une fois un low kick. Après son jab, il recule une fois. C'est créer tellement d'incertitudes que ça en devient chaotique. Je voulais pas dire chaotique dans le sens, d'accord, ouais. pas dans le sens striking, une guerre, tu vois. Il faut pas créer une guerre, il faut juste créer beaucoup de tu vois, tu parlais du fait que Buckley a une grande variété dans son jeu, mais il doit travailler là-dessus. Variété sur les combinaisons, variété sur les coups envoyés, variété sur les angles travaillés, choses. Moi, je pense que sur ce combat-là, il peut clairement travailler sur son striking, sur des combinaisons bien précises. Je pense qu'au premier round, il doit vraiment tabasser la jambe de Kamaru Usman, notamment le genou. Les stop kicks, les low kicks à l'arrière du genou, tous ces trucs-là, quoi.
En garde ouverte, c'est vraiment beaucoup plus accessible. Il va être très très puissant, par exemple pour les low kicks intérieurs, tu vois. Donc ça sera sa jambe arrière. Il sera beaucoup plus prêt pour les low kicks extérieurs. Donc il est capable de toucher. Je pense qu'il doit bien circuler et chercher à sanctionner la pression de Kamaru Usman. Donc il doit prévoir un petit peu le game plan que Kamaru Usman va avoir. On sait quand même que Kamaru Usman rentre surtout sur du double leg. Donc il a montré que sa défense, bah, voilà, hein. Donc il va devoir être très actif sur la défense et ne pas faire comme l'a fait Leon Edwards, qui pour moi était parfois un petit peu fainéant dans la défense de lutte. Non? Ouais. Bah, justement, ouais, je pense que quand tu observes un peu la différence entre Leon Edwards et Buckley, c'est un peu ça. C'est Leon Edwards va faire le strict. Il est incroyablement compétent, mais il fait toujours le strict minimum. Et donc, je pense que le mot paresseux lui colle bien. C'est un peu paresseux sur ses défenses, paresseux sur le volume, ce genre de choses. Buckley m'a pas l'air de faire partie de cette catégorie. Quand tu regardes contre Colby, comme tu l'as dit, il va écraser la tête. Et pour lui, la fin de la défense d'amener au sol, c'est une fois qu'il n'y a plus de contact. Ouais, Et voilà, c'est comme ça que tu dois le voir. Ouais, je pense. Et tu l'as dit, je pense qu'il doit vraiment son style va pour moi être suffisant pour battre Kamaru Usman. C'est pour ça que je voulais Euh, commencer par le game plan de Kamaru Usman, parce que j'ai ouais, ouais, l'impression ouais. que Buckley, par Il a pas défaut, grand-chose, voilà, ouais. il n'y a pas grand-chose. Donc je pense sincèrement, ouais. Je pense aussi que un des problèmes de Kamaru Usman, c'est son côté droit, qui est mal défendu, je trouve. Donc bon, bah il y a eu cet high kick hein, célèbre, mais avant cet high kick, il y a eu des crochets, enfin des overhands ou des crochets bras arrière, donc crochets du gauche Burns, qui sont passés dans sa garde, parce qu'il a une garde quand même qui est relativement haute, donc tout ce côté-là est un peu exposé. Euh, Ouais, je pense sincèrement voilà, que sur les kicks, à partir du deuxième, peut-être sur tout ce qui va être high kick, pour casser un petit peu la structure du combat, je pense qu'il a vraiment moyen, quoi. Il a vraiment moyen de faire très mal et de faire à nouveau un petit peu une démonstration comme il l'a fait sur Covington. Même si je pense que Covington est bien moins compétent que Kamaru Usman, même encore aujourd'hui, quoi. Ben justement, moi je pense que on l'a vu quand ils se sont affrontés la première fois, Ousmane et Covington, c'était très serré. La deuxième fois, ça allait un peu plus au sens Ousmane, l'écart se créait. Mhm. Et malgré l'inactivité et le mauvais run de Ousmane, je pense quand même qu'il y a encore un plus gros gap qui s'est créé. Et il ne faut pas considérer qu'il a battu Covington, donc il va battre Ousmane. Pour moi, Ousmane reste une version bien améliorée de Covington. Encore une fois, il y a ce facteur X où on pourrait se dire, au final, la version de Ousmane qui va rentrer dans la cage ce week-end ressemblera à la version de Covington qui est rentrée dans la cage contre Buckley. Et alors, pour revenir là-dessus, je ne suis pas en train de décrédibiliser la victoire de Buckley. Pour moi, c'est Buckley contre Covington, c'est un peu la même chose que Pacimix contre Bautista, pour prendre un exemple récent. Il y en a un qui n'a pas fait une belle performance, mais ça n'enlève rien à l'excellente performance de celui qui a gagné. Et Buckley contre Covington, c'était ça. Covington, il n'a pas proposé grand-chose, mais Buckley a fait un très très solide combat. On a deux combattants pour moi qui ont annihilé les compétences de l'autre, quoi. Et c'est ce qui est recherché aussi dans les combats, hein. Si tu peux être le meilleur combattant, si on te coupe les deux bras, on te laisse pas l'opportunité de toucher, bah c'est pas une contre-performance, hein. C'est l'autre qui a su t'empêcher de t'exprimer, quoi. Te donner l'impression au public que t'es mauvais. C'est vraiment ouais, ça. voilà, c'est vraiment ça. Il y a un dernier point sur lequel que je voulais aborder, qu'on n'a pas abordé, c'est sur la question de l'allonge. Et parce qu'on aurait pu se dire, hein, Kamaru Usman, il est quand même plus grand, il a une belle allonge, il va pouvoir l'utiliser. Mais Joaquin Buckley aussi. Ouais, en fait, Donc, ils ont ouais. Attends, c'est la même. Ils ont la même allonge, 1,93. 1,93, donc 1,93, 1,93 d'allonge. Une différence de taille quand même. Ousmane est 5 cm plus grand. Donc le hip ratio. Déjà que Ousmane a un bon hip ratio, Joaquin Buckley, c'est très impressionnant son hip ratio. Ouais. Voilà. Donc au final, ça s'équilibre sur l'allonge. Donc c'est pour ça qu'on n'en avait pas parlé au début, mais si certains se posent la question, ça sera, on va dire, je pense quand même un peu à l'avantage pour Kamaru Usman, notamment sur les kicks peut-être. Je pense qu'il aura un peu plus d'allonge au niveau des jambes, peut-être au niveau du retrait de buste, parce qu'il est un peu plus grand, mais ça va vraiment s'équilibrer, quoi. Ouais. Après, voilà, je pense que si on pas... Joaquin Buckley a un bon jab, mais pas au niveau de Kamaru Usman. Donc si le combat devient trop mesuré et que ça devient une guerre de jab,
je donne l'avantage à Ousmane. Il faut Ouais, pas... identique, ouais. Ok, selon notre sponsor, unibet.fr, Joaquin Buckley est bien favori, 1,35 contre 2,95 pour Ousmane. C'est un 70-30 bien installé. Est-ce que ça te semble logique en termes de skills, je pense que c'est plus rapproché que ça. Mais voilà, on en a parlé, il y a un peu le narratif autour Ouais, il y a le du narratif. combat, les directions de carrière qui, à mon avis, justifient cette cote. Oui, je pense, hein. Moi, je t'aurais enfin voilà, si j'avais parlé un petit peu avec le cœur, etc., j'aurais vu une cote beaucoup plus rapprochée. Mhm. Maintenant, en étant un peu plus contextuel, bah oui, clairement, je crois que Joaquin Buckley, ouais, a montré qu'il était en pleine progression, qu'il était dans sa catégorie, qu'il était ouais, assez impressionnant, et Kamaru Usman ne nous a pas donné clairement d'indicateurs qu'il y avait des choses positives, tu vois. Ouais, en fait, c'est Oui, ça. un 70-30, ça me semble juste, sans vouloir manquer de respect à Kamaru Usman, et j'espère qu'il fera mentir un petit peu tout le monde, clairement. Ouais, en fait, c'est ça. Je pense si le combat, donc si tu prends la version actuelle de Joaquin Buckley et que tu mets sur l'image qu'on avait de Kamaru Usman, on va dire pendant sa trilogie, la fin de sa trilogie contre Leon Edwards, donc même après sa défaite Oui. contre Leon Edwards, je pense qu'on aurait tous penché Usman léger favori. Et donc clairement, la cote ici, ça reflète pas une question de compétence du côté de Usman, ça reflète plus, le questionnement de où il en est dans sa carrière. Ouais, voilà, c'est vraiment ça, tu vois. Parce que en 2021, il se sera affronté. Enfin, Oui, on non, aurait dit la que version c'était, 2021 de Buckley contre la version 2021 de Ousmane, on on se aurait pose dit pas que la c'était, question. on Par aurait dit que contre, la c'était un version no-match. actuelle de Buckley contre la version Ouais. 2021 de Ousmane reste favori, mais c'est relativement serré sur papier. Ah, oui, je suis d'accord. C'est ça que je veux dire, tu vois. Ouais. Ouais, ouais. Mais en tout cas, à la même période, c'était pas Ah du oui, non. tout. Voilà. Non, Buckley, Buckley a tellement progressé qu'aujourd'hui, il a rattrapé un peu le niveau qu'Ousmane pouvait avoir en 2021. Et ce combat, version actuelle de Buckley contre 2021 Ousmane, là, c'est très serré sur papier. Ouais. Le fait qu'aujourd'hui, ce soit en 70-30, c'est surtout sur les questionnements qu'on a autour de Kamaru Ousmane. Ouais, C'est ça que ouais, je ouais. voulais exprimer. Exactement. Est-ce que du coup, tu as si j'entends bien entre les lignes, ta préférence, on va dire, sur le plan fan, c'est peut-être Ousmane. Par contre, sur la suite de la division, ça va peut-être pencher Buckley. Et quel est ton pronostic? Triple question. Ouais, préférence, c'est clair que le narratif d'un combattant que tout le monde pense terminer, etc., et qui revient et qui gagne, forcément, c'est toujours plaisant, hein, c'est comme un film, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Donc forcément, c'est un narratif qui me plairait beaucoup. Maintenant, oui, le narratif d'un Joaquin Buckley qui tabasse un gars voilà, qui refuse d'accepter qu'il est plus au top niveau, c'est pas le truc qui va me plaire le plus non plus, tu vois. Mm-hmm. Donc, je crois que tu vas t'aligner à moi. Moi, ma préférence de ce combat, c'est pas le résultat, c'est juste de voir une bonne version de Ousmane. Après, si on a une bonne version de Ousmane et qu'il gagne, je trouve ça impressionnant de battre Joaquin Buckley à ce moment-ci de sa carrière et ça relance un peu OK, Ousmane, il est encore présent, il peut être encore en danger pendant 1 ou 2 combats supplémentaires. Si Ousmane est très bon et que Joaquin le bat, ça va continuer à m'impressionner sur Joaquin Buckley et je vais dire OK, là, on est obligé de garder un vrai œil sur lui parce que le prochain combat de Buckley, ce sera une histoire de Ian Gary, Sean Brady, Leon Edwards, ce genre d'adversaire quand on sera à une victoire du title shot. Exactement. Exactement. Donc voilà, moi c'est un combat enfin Joaquin Buckley, j'ai vraiment hâte de le voir combattre. Après sur le truc, tu vois, je reste quand même assez étonné des choix, tu vois. Je pense que l'UFC aurait enfin dû voir que c'était pas le combat à faire, tu vois. Je pense qu'il y a des anciens dans la catégorie qui auraient pu affronter Kamaru Usman pour s'assurer s'il est encore frais ou pas, tu vois. Non, tu crois pas? Ouais, après on connaît les choix de l'UFC, on sait pourquoi ils le font. Ousmane qui gagne, on sait qu'il y aura de la valeur sur son combat suivant. Buckley qui gagne, ça fait monter son nom toujours dans une certaine progression. Donc pour l'UFC, il n'y a pas grand-chose à perdre, il n'y a pas grand-chose à perdre dans cette opposition. Maintenant, clairement, nous en tant que fans, Kamaru Ousmane,
Bah, encore une fois, il y a les questionnements, tu vois. Tu dis, ok, on en a un point de sa carrière où on a envie de le voir affronter d'autres vétérans, et ça peut être très fun. Clairement, s'il perd ce combat-ci, euh, Wonderboy Thompson est une option pour Ousmane s'il veut encore une fois combattre, même si je préfère Thompson, s'il perd. il est prévu, hein. Oui, juste, Bon il a un film, combat hein. prévu, mais tu vois, on prend toujours Thompson dans cette division comme exemple de combattant. Il est plus Ouais. dans le title run et on l'utilise pour faire des oppositions vétérans contre vétérans. C'est ce qu'on aimerait, en tout cas, c'est pas ce que l'UFC fait. Ouais, bah, Donc c'est clairement vrai ici, que le matchmaking est vraiment étrange, hein. ouais. Contre bon film, je sais pas si c'est juste si Thompson va être très favori et il l'emporte pour se relancer ou pas, mais Ouais, ça fait partie vraiment. En fait, disons que après, Ousmane Buckley, ouais. c'est la version haut du classement de Après, Wonderboy c'est vrai Bonfim, que quoi. voilà. C'est bizarroïde, Mm. mais on comprend le choix business de l'UFC. Ouais. Et Kamaru Usman, il est encore classé cinquième, quoi, hein. Mais c'est ça, c'est la version haut Ouais. du classement, quoi. Haut du classement. C'est vrai que la question du classement, des fois, elle pose question. On peut avoir quelqu'un qui, en 1 ou 2 ans, des blessures et tout, n'a plus sa place dans le top 5. Tu le sais, tu le sens, tu le vois dans Bien les sûr. prestations. Et c'est peut-être aussi à certains de se dire non, j'ai plus ma place, tu vois. Ouais. Après, je pense qu'il y a une grosse valeur sur les anciens champions. Nous, d'ailleurs, dans notre Ouais. algorithme sur Fight Minds, on a mis cette valeur ancien Mm. champion, mais on l'a diminué récemment. Du coup, chez nous, Ousmane, il est 8. Il est Ouais, entre Morales et Prates. Mm. Ouais, ce qui me semble peut-être un peu plus juste par rapport Tout à fait. à son dernier run. Ok, il est temps de passer à notre liste. Ah non, prono. Prono, bah, je vois Joachim Buckley et au round 3. Hmm, un petit finish. Ouais, Ouais. ouais bah écoute, autant si on a une bonne version de Ousmane, je peux le voir l'emporter à la décision, vraiment. Autant je crois que le déclin va se ressentir et je me positionne aussi du côté de Buckley. Bah, il est temps de passer à notre liste d'intérêts et j'ai hâte de découvrir la tienne parce que je trouve que c'est une Fight Night qui a de la profondeur. Ouais. Encore une fois, on va me prendre pour un hipster parce que j'ai pas mal de trucs qui se trouvent plutôt sur la prelims. Mais on va faire dans l'autre ordre cette fois-ci. On va commencer par ton numéro 5. C'est quoi le numéro 5 Bah, dans ton classement? ça tombe bien, je l'ai fait dans cet ordre-là, de 5 Ah, 4 super. 2. Euh, Mansour Abdul Malik. Ça, c'est Ok. mon numéro 5. C'est le combattant, après, sur son adversaire, un petit peu. Enfin, c'est pas tant l'opposition, mais c'est lui sur qui j'ai un œil. Ouais. Et contre Cody Brundage. Moi, c'est mon. Alors voilà, j'ai voulu sortir un petit peu des catégories légères, parce que j'ai tendance forcément à regarder les catégories Bantam, Feather, etc. Mais voilà, là, je me suis dit un petit middleweight, Mansour Abdul Malik, bien puissant, gros grand and pound. J'aime bien. Et c'est mon numéro 5. Ok, moi j'avais un double choix dans mon numéro 5, mais il y a un des deux combats où le combattant qui m'intéressait a sauté. Donc je voulais un peu faire plaisir à nos voisins et nos cousins. Donc c'est les oppositions dans lesquelles se trouve Ange Louza contre Phil Rowe. J'aime bien l'opposition. Et j'avais aussi mis Charles Jourdain et Ricky Simon. Ça m'intriguait de dingue. Charles Jourdain malheureusement est blessé. Donc j'ai vu ce matin qu'il se faisait remplacer par Smotherman. Donc pour le nom, je peux garder ça. Mais voilà, mon numéro 5, c'était ça. Ange Louza contre Phil Rowe. Du coup, c'est celui qui reste. Il fallait lui mettre Ricky Simon, quoi. Ouais. Ouais. Gros client. Ton numéro 4. Wellmaker Moutinho. Pour Wellmaker ou pour l'opposition? Pour Wellmaker. On est d'accord. Moi, c'est mon numéro 3. Clairement, Wellmaker nous avait bien plu la dernière fois qu'il a combattu et c'était assez récent. Ici, si je dis pas de bêtises, Chris Moutinho accepte le combat en short notice. Les cotes de Paris sont exagérément à l'avantage de Wellmaker. Je crois que c'est pas noté ici, mais je crois que j'avais vu qu'il était à moins 1000, un truc comme ça. Ah oui, Donc, oui. gros favori. Et ça devrait être le combat qui continue à le mettre en avant auprès du public plus assidu. Moutinho, après, donc attends, parce que après sa défaite, il est sur un run de 1, 2, 3, 4, 5. 5 victoires, hein. Il mérite son retour à l'UFC. Mais c'est 5 pas un cadeau victoires. contre Wellmaker. Ah bah non, du tout, hein. Du tout, clairement pas, hein.
Ouais, il a Voilà, fait une après, grosse perf, Wellmaker, contre Simon. Pauvre Simon, parce que Simon, on le voyait vraiment comme quelqu'un qui avait du gros potentiel. ouais. Et lui, il a pris des sales noms, et du coup, il est aux portes de sauter de l'UFC, quoi. Mm, mm, mm. Bah Ok, donc écoute, ça, ça c'est. c'est Ouais. au final, enfin voilà, hein, moi je regardais parce qu'il y a Waymaker, mais je t'avoue que Moutinho, bah voilà, ça reste quand même un mec très très courageux. Il nous avait fait, bien qu'il ait Ouais, pris beaucoup dans la tête contre contre O'Malley. Sean O'Malley. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui est généreux, donc ça va être un très beau combat, je pense. Ouais, ça va plaire, et c'est pour ça. C'est pour ça que je te posais la question, tu vois. Je pense que Wellmaker, c'est le combattant qui nous intéresse, Ouais, mais l'opposition avec Moutinho peut être intéressante parce que justement, je ce genre de pense. profil très talentueux qui fait face à quelqu'un qui ne tombe pas, ça peut donner, si ça arrive là, un troisième round très intéressant. Du coup, je suis obligé de donner mon numéro 3 parce que tu as donné ton 4 qui est mon 3. Moi, mon numéro 4, c'est Raoni Barcelos, qui a toujours été un combattant bah voilà, qui donne des chouettes combats au public, qui vient de sortir la hype de Peyton Talbot et il est mis contre Cody Garbrandt. Donc l'opposition me plaît énormément, j'aime bien le Hmm. combat et ça mérite sa quatrième place chez moi. Ok, De ton côté, on passe à ton 3. bah écoute, c'est mon 3, Garprand Ah bah, ouais, ouais. C'est mon numéro 3, donc on parlait d'anciens, Raoni Barcelos qui a surpris tout le monde, malgré ses 38 ans, contre Peyton Talbot, hein. C'est franchement un combat maîtrisé de A à Z, c'était une grosse surprise, enfin c'était une grosse surprise. grosse prestation, on va dire ça comme Ah, ça. la prestation était bah, grosse surprise, oui, hein, il était Ah oui, il était moins gros 700, un truc comme underdog, ça. Combien? moins 700. Il était à plus 710. Plus 710. Ouais, donc, pardon, j'ai dit moins, c'est le truc qui était à moins. Peyton Oh, Talbot. purée, il était énorme. T'imagines, donc il a été pesé à 61,5 et il est monté dans la cage à 71,8. 71,8. Le cut de Il a malade. repris 10,3 kilos. 10, c'est énorme. Oh, chez les C'est, bantams, c'est énorme. Ouais. c'est- Mais t'imagines, c'est complètement dingue. Ça veut dire, enfin voilà, hein, franchement quoi. Ça veut dire, attends, mais c'est le poids d'un Dans physio, lightweight. non, ouais, mais c'est le poids d'un featherweight qui fait pas des trop gros cuttings, tu vois. Ouais, ouais, c'est un featherweight qui fait des petits cuts, ouais. Enfin, qui fait des cuts normaux on va dire, niveau ouais, régional, national. Je parie qu'il y a des gars à l'UFC hein, en feather qui combattent à 72 kilos. Hein. Mhm. C'est que 6 kilos et quelques. C'est pas non plus. Ouais, ouais. C'est complètement dingue. Bref. Et Garbrandt, bah, il a tenté un run en flyweight à un moment, donc c'est pas les plus gros bantamweight qu'on a, quoi. Garbrandt, c'est un petit bantam. C'est vraiment un petit bantam. Pour l'avoir côtoyé, il fait vraiment 57 plus que 61. Oui, en plus, toi, tu l'as côtoyé quand tu étais Ouais, à ouais, 3 ouais. victoires, une défaite en pro, donc c'était dans ton début de carrière, quoi. C'était le moment où tu cutais pas beaucoup et tout ça non plus. Moi, là, non, Ouais. c'était 3. Oh, je sais même plus. Non, j'étais à 3-0, je crois. 3-0 autant pour moi. Ouais. Mm, mm. Ah, mais non, mais c'était 3-1, mais il y avait un combattant. Ta défaite, c'était en amateur, ils avaient fait passer ça en pro, et puis on a dû travailler pour Ah le ouais, faire ouais, les, repasser les, en les amateur. filous, ouais, ouais. Ouais, ouais. J'ai fait deux combats en amateur et la seule défaite, il me l'a. Quelle histoire. Oui, on Quelle avait dû histoire. faire un travail auprès de Tapologie pour aller la refaire Non, passer non, 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 là où elle devait. c'est un pote du sud de la France qui avait contacté le mec qui avait fait ça. C'était pas moi? Non, Ah, j'ai tellement fait pour tellement de personnes que j'ai l'impression que c'était le fruit de mon travail. Mes excuses, ça marche. je prends le crédit sur un truc que j'ai pas fait. On passe au numéro. Bah, je crois que notre 2 et notre 1, ce sera la même chose. C'est juste la question, c'est dans quel ordre, quoi. Quel est ton numéro 2? Bah, c'est Oumar Sy, hein, bien évidemment, Ah contre bon. Minifield. Ouais, on a Donc, le même. c'est le combat qu'on aurait dû avoir il y a déjà, quoi, 1 an? 6 mois? Non, 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 il y a pas si Plus. longtemps. Ah Il y ouais, a c'était quelques en semaines. mars? Ouais, c'est ça, il y a 2 mois. 3 mois, 3 mois. Ah, je pensais qu'il avait été prévu il y a beaucoup plus longtemps que ça. Non, non. Ah bah écoute, moi c'est le combat que j'attends, hein. Alonso, on avait déjà fait un peu une analyse dessus, non? On avait fait ouais, un ressenti. Ah, un ressenti. Ouais, c'est le combat que j'attends. Alors, si vous vous rappelez, hein, moi j'avais été un peu déçu par la prestation d'Oumar Sy contre Da Woon Jung, mais il semblait qu'il y avait une blessure. C'était ça, non? Que Oumar Sy avait une blessure sur ce combat-là. Ouais. Et
puis voilà, je pense que Dawon Jung était aussi très très bien préparé. Là, c'est un combat qui me plaît bien. Je pense que c'est un très bon combat pour Omar Sy. Menifield, c'est un mec qui a fait une belle prestation, hein, sur son dernier combat, mais qui manque un petit peu de régularité peut-être. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est Bah, mon écoute, numéro 2, hein. ouais, voilà, moi c'est également mon numéro 2. Ça prend pas le devant sur l'intrigue du combat principal. Ah C'est non, pardon? non, non, son dernier combat, il avait fait une décision partagée, mais il aurait dû lui rouler dessus, non? Ouais. Ouais, mais donc c'est une opposition de style, clairement. Euh, L'intérêt de mon côté, c'est juste de supporter Oumar Sy dans ce combat, vraiment. Alors il y a des intrigues, hein, tout est ouvert, mais voilà, ça prend pas le dessus sur l'intrigue que je peux avoir sur le combat principal. Oui, bah non, bien sûr. Bah après, moi, c'est les deux, hein. Bah voilà, comme je pense beaucoup de personnes, on est en train de suivre la carrière d'Oumar Sy à l'UFC. C'est un gars qui met un pied après l'autre, voilà, moi, je trouve, fait les choses bien. Donc, j'aime bien comment il aborde les combats, comment il aborde sa carrière. Donc, j'ai hâte de voir ce combat-là, surtout pour ça, quoi, et pour voir sa progression, parce que je pense qu'il a encore une grosse marge de progression. Voilà. Ouais. Ah bah c'est pas mal, on n'a même pas Paul Craig dans notre top 5. Écoute, moi je pensais que tu allais me le sortir, mais, Ah ben non, mais honnêtement, ça montre un peu cette profondeur de carte justement. Quand j'ai vu Paul Craig qui est prévu contre Bellato, c'est un combat qui était prévu il y a quelques semaines et justement on l'avait mis dans notre top 5 pour la présence de Paul Craig. Ça veut dire que cette carte-ci est meilleure que celle sur laquelle ils étaient initialement prévus, quoi. ouais, et moi je t'avoue que c'est pas juste pour Paul Craig, hein. Paul Craig, tu me le mets contre où je sais qu'il va perdre, je m'en fiche un peu. Mais là, sur ce combat-là, Bellato, enfin, ouais, vraiment, c'est le matchmaking que j'aime bien, moi, hein, Ouais. personnellement. Bellato, c'est un gros cogneur, si je dis pas de bêtises, non? Ouais, et puis bah, il avait fait un combat un peu très style light heavyweight dans ses débuts UFC contre Jimmy Crute. Donc, ah, c'était pas ses débuts, attends, autant pour moi. Mais il avait fait, ouais, c'était son deuxième combat à l'UFC contre Jimmy Crute, un combat un peu Ah oui, oui. très à l'image des light heavyweight. Et donc Ah, là, le fait qu'on ait un profil comme Bellato contre un combattant comme Paul Craig, bon voilà, ce sera représentatif de la division des light heavyweight. ouais, je Donc pense. ça Et je mérite pense une que mention honorable. Voilà, ça mérite une mention honorable chez toi et chez moi. ouais, et puis je pense que chacun ouais, a quelque chose à faire sur ce combat, tu vois, Ouais. ouais, belle opposition de style, j'aime bien. Parfait. Brian, un tout grand merci. Les Ah, amis, et on va. numéro un, Ouais. on l'a pas dit, mais j'imagine que c'est Buckley, hein. Ah oui, oui, main event. Ouais, c'est ce que je disais. Ça prend pas le dessus sur le main event. Ah ouais, mais Omar moi Sy. c'est pareil, parce que tu m'as pas demandé, mais moi c'est pareil. Ouais, j'imaginais bien que c'était pas le combat de Rose Namajunas. Écoute, et puis on l'a même pas mentionné non plus, quoi. Ouais. Non, On est mais vraiment là. c'est vrai que On est en dehors de. Voilà. Division flyweight féminine, j'aime bien. Mais là, entre Maverick et Rose Namajunas, pour moi, on est juste en dehors de la ligne où je perds mon intérêt. Vraiment, on est juste à cette frontière-là. En dessous de ces lignes, je perds mon intérêt. Au-dessus de ces lignes, je suis très intéressé. ouais, ouais, mais il y a pas mal de mentions honorables. En fait, la carte, elle est assez Ouais, cool quand même, hein. On ouais, a ouais, quand même parce que t'as Chiesa, Shai Baisan, qui est ouais, irrégulier, mais si c'est le bon Shai Baisan qu'on voit, ça va être chouette. Chiesa Chiesa contre contre Magui, Magui, c'est en cool, fait, hein. c'est vraiment c'est l'opposition qui est chouette. Cody Durden, c'est un gars qu'on aime bien Ouais, détester entre guillemets, tu vois. c'est vrai, c'est vrai. Euh, Ochoa, c'est un. Ah ouais, Ochoa, il a fait ses débuts contre Cavana, donc là, ça va permettre un peu mieux d'estimer son niveau. Mais c'est pas un. Attends, le gars, il fait ses débuts à l'UFC contre l'honneur Cavana, et son deuxième combat à l'UFC, Cody Durden, qui est bien expérimenté. c'est c'est pas du cadeau, hein. Non, c'est pas des cadeaux. Et Donc oui, et ouais, Rose, vraiment shot fight night. Shot fight night. ouais, franchement, très, très étonnant. Vraiment très étonnant. Moi, j'ai hâte de regarder ce Fight Night. Étonnamment. Alors Ouais, peut-être qu'il va pas délivrer, hein, parce que souvent c'est quand on a des Fight Night qui nous intéressent pas trop et ça y va. Et puis on va voir. ouais, on verra. Bah, réponse ce week-end, on fait un petit débrief ce dimanche. Et ouais, je vais une fois faire un petit call to action là. Ceux qui sont encore connectés après presque 50 minutes de podcast. Ceux qui nous écoutent sur Spotify, un petit 5 étoiles, ça nous donne de la force. C'est vrai qu'on oublie de le mentionner, mais là, il n'y a que 4 personnes qui ont fait l'effort, donc ce serait cool. Un petit commentaire pour le référencement de la chaîne. Abonnez-vous si c'est pas le cas, parce que je suis allé voir les stats et
Il y a beaucoup de personnes qui nous regardent sans avoir pris l'abonnement. Abonnez-vous à la chaîne, c'est gratuit les 6 premiers mois. Et après, c'est toujours gratuit, donc faites-le. Et belle journée à tous. Brian, Ciao, merci tout le monde. beaucoup. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Nous en profitons pour rappeler que nous sommes ambassadeurs des marques Nutrimuscle et Oko. Cela signifie que si tu achètes chez eux en passant par nos liens, tu aides la chaîne à se développer. Nutrimuscle a une mission claire, rendre la nutrition sportive accessible en respectant les plus hauts critères de qualité. Chaque ingrédient est sélectionné pour préserver leur pureté et chaque produit se limite au minimum d'ingrédients nécessaires. Rejoins Morgan Charrière, Benoît Saint-Denis et Fight Minds dans la team Nutrimuscle en profitant d'une réduction via notre code promo NMA_FM5. Le lien vers leur site est en description de cette vidéo. Oko produit des gourdes filtrantes éco-responsables. Le filtre Oko traite l'eau pour la purifier et la rendre saine à la consommation. Les polluants, pesticides, métaux lourds, mauvaises bactéries et autres contaminants sont efficacement filtrés. La gourde Oko a un côté ultra pratique et aussi économe. On arrive à 10 centimes le litre d'eau, voire moins, grâce à notre code promo FMOKO qui offre 10% de réduction.